Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de ce cycle, évidemment, de rencontres intitulé Écrire les frontières, donc à la Bibliothèque universitaire du Saulcy, je souhaite la bienvenue à notre invitée ce jour, Merci. Hélène Gaudy, ainsi qu'aux étudiants et bien sûr au personnel de l'Université de Lorraine. Alors, juste pour information, peut-être rappeler à Hélène que ce prix, en tout cas, a été imaginé par deux laboratoires. Donc, le CREM, qui est le Centre de recherche sur les médiations, mais également le LOTER, le Centre de recherche en géographie, et qu'il a été dédié donc, à une auteure que tu connais aussi très bien, qui est Léonora Miano, auteure francophone. Et il est à la fois porté par l'Université de Lorraine et l'Université de la Grande Région. Et bien sûr, dans ce cadre, il a également été imaginé avec différents partenaires. Donc, comme on en parlait à l'instant, à la fois la Maison des écrivains et de la littérature à Paris, mais aussi le réseau des bibliothèques, médiathèques de la ville de Metz, la librairie Autour du monde de Metz, la librairie nancéenne, cette fois le Hall du livre, et le festival Littérature et Journalisme qui va justement te recevoir ce week-end à l'occasion de sa manifestation. Alors, je suis très heureuse de vous faire rencontrer, en tout cas ce jour, Hélène, qui est une écrivaine diplômée de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Donc, il y a eu une autre vie avant l'écriture, si je puis dire. Donc, vous l'aurez compris, Hélène est plasticienne de formation. Elle explore notamment le rapport, en tout cas texte-image, et la manière dont les lieux influencent le récit. On peut citer quelques œuvres, Vue sur la mer, aux Impressions nouvelles en 2006, Une île, une forteresse, chez Actes Sud en 2016, avec aussi un autre versant que tu explores de temps à autre, la littérature de jeunesse, puisqu'Hélène a aussi produit quelques ouvrages, donc Lubin et Loup, Les enfants loups-garous, chez Gallimard Jeunesse, par exemple, en 2016. Et un dernier champ, en tout cas d'exploration possible, c'est celui de l'art, avec de très beaux ouvrages justement d'art. Et nous reparlerons de Zone blanche tout à l'heure. Je dirais enfin une expérience qui va évidemment privilégier également l'enquête, le documentaire, l'imaginaire en tout cas du lieu et du paysage. Nous évoquerons plein hiver, mais aussi grand lieu, ou encore un monde sans rivage que vous pouvez découvrir sur la table. Alors, une première question portant bien sûr sur notre thématique, en tout cas, du cycle. En tant qu'écrivaine, quelle est ta définition de la frontière, ta perception alors, en sachant tout particulièrement que tes romans explorent souvent cette question-là, notamment Une île, une forteresse, où tu évoques justement le destin d'une ville, Terezín, en Tchéquie. Et je te cite, « Ancienne forteresse édifiée en 1870, déjà à la frontière, c'est-à-dire enchâssé entre deux mondes, celui des Allemands et celui des Tchèques. » Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, la question de la frontière, elle est évidemment très multiple. Si on part sur Une île, une forteresse, donc il s'agit d'une ville qui était normalement censée protéger, puisqu'elle était censée protéger des invasions des Prussiens à cette époque-là, et finalement qui s'est retrouvée à enfermer, puisque la forteresse est devenue un camp, un ghetto, enfin une antichambre d'Auschwitz. Bon, je ne raconte que ça parce que c'est un vaste travail d'enquête sur cet endroit qui est très particulier, très ambigu aussi. Mais juste pour revenir sur la notion de frontière, je trouve, en tout cas, en travaillant sur ce lieu-là, j'ai essayé de réfléchir surtout sur la manière dont des murs protecteurs pouvaient aussi devenir des prisons. Enfin, en tout cas, c'est ça que ça a fabriqué à Terezín, et une architecture finalement qui était une architecture défensive est devenue une architecture carcérale sans qu'il soit besoin de modifier quoi que ce soit. Et d'ailleurs, les nazis se félicitaient qu'on n'ait même pas à construire un mirador parce que c'était tellement bien fait pour protéger que ça pouvait aussi enfermer. Bon. Voilà, c'est un lieu où la frontière donc, prend particulièrement ce double sens sur un plan plus politique et voilà, dans le destin des pays les uns par rapport aux autres. Après, sinon, sur un plan plus métaphorique, on va dire littéraire, dans le champ littéraire, c'est vrai que pour moi, le principe d'un livre, c'est toujours un dépaysement, enfin, c'est toujours une manière de sortir de soi dans différents sens et aussi de changer souvent de pays.
On m'a dit d'ailleurs on m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que quasiment aucun de mes livres ne se passe en France, enfin, qu'il y a toujours en tout cas des lieux comme ça qui sont investis et qui sont toujours des lieux qui au départ n'ont pas de lien a priori, enfin avec qui au départ je n'ai a priori pas de lien biographique, mais qui vont m'intriguer, m'attirer, me donner envie d'aller voir plus loin. Et c'est vraiment le processus du livre, qui est souvent un processus assez long, qui va me faire comprendre au bout d'un moment en quoi ce lieu lointain est en fait relié d'une certaine manière à quelque chose de plus intime ou de plus proche. C'est une manière aussi de chercher des lieux qui vont imposer ou en tout cas me pousser à chercher quel genre ou en tout cas quelle approche d'écriture va leur correspondre. Donc je parlais d'une île, une forteresse, donc qui tourne beaucoup autour de cette question, donc évidemment de l'enfermement et de la frontière dans ce sens-là. Mais si je parle d'un monde sans rivage, qui parle donc d'une expédition polaire, qui est sur un tout autre sujet, là l'envie, c'était aussi de se frotter à toute une littérature d'aventure, donc qui n'était pas du tout mon rayon au départ. Je ne viens pas du tout de ce champ-là. J'avais jamais écrit avant de livres qui touche à ça, et même j'étais pas du tout une grande lectrice de romans d'aventure, mais j'ai l'impression que essayer de s'emparer d'un lieu, c'est aussi justement essayer de faire entrer en soi tout un champ à la fois historique, géographique et littéraire, qui m'est étranger au départ et qui va m'aider à trouver quelle forme d'écriture pour quel lieu en fait. C'est vrai que le fait de travailler sur ce livre-là, donc Un monde sans rivage, je pense que ça a élargi ma phrase aussi par rapport, si on parle vraiment de l'écriture, il y a quelque chose qui a vraiment changé dans ma façon d'écrire, et ça m'a poussée à faire des choses que je ne savais pas du tout faire et que j'ai trouvé très amusantes à faire, comme par exemple raconter une chasse à la baleine dans l'Arctique, voilà des motifs qui étaient plutôt très très loin de ma pratique habituelle. Et pour moi, c'est dans ces moments-là qu'il commence à se passer quelque chose à la fois d'excitant dans le travail et dont je suis contente quand ça fonctionne. C'est quand on se frotte à quelque chose d'étranger, d'hétérogène dans tous les sens du terme, et que du coup, qu'on arrive à sortir un peu de soi et de ses automatismes et de ses habitudes pour aller faire rentrer d'autres choses. Donc cette question des lieux, ça n'est pas que géographique, elle est vraiment sur essayer de faire rentrer tout un champ humain et littéraire aussi, qui soit propre à ce lieu-là. Alors c'est vrai que de manière générale, on perçoit aussi dans ton écriture, je dirais, une exploration de l'entre-deux. Et je me demandais s'il fallait y voir aussi le désir d'explorer les interstices, ou en tout cas les frontières d'une certaine manière. Oui, c'est souvent des lieux qui sont... Alors, si on pense à Thérésine, effectivement, il y a quelque chose d'inhabitable, en fait. C'est des lieux qui sont coincés un petit peu entre différentes visions du monde. C'est vrai que pour Un monde sans rivage aussi, c'est la question d'habiter, ou en tout cas d'arpenter là, un lieu qui est impossible à arpenter, puisque il est très hostile, évidemment. C'est la banquise dont on parle là. La banquise est un lieu en plus qui est mouvant, puisque la banquise dérive. Donc c'est un paysage qui littéralement mène par le bout du nez les personnes qui essayent de le traverser. Donc c'est vrai, c'est souvent des lieux qui sont entre deux, qui sont difficiles à habiter, difficiles à attraper, à regarder. Ce qui me plaisait dans la question de la banquise aussi, c'était que c'était justement assez difficile à décrire, parce que c'est blanc et c'est un paysage assez horizontal, où il y a très peu de choses qui dépassent. Et justement, je trouvais ça assez passionnant comme défi, comme désir, d'essayer de décrire un lieu où finalement, il n'y a presque pas de couleurs et presque pas de relief. Et ça oblige en fait à aller voir en macro un peu comment ça se passe, à quoi ça ressemble, et à essayer de trouver des moyens littéraires pour donner du relief à un lieu qui, a priori, de loin en tout cas, en a assez peu. Et c'est vrai que c'est des interstices aussi, dans le sens où c'est beaucoup... Moi, j'ai beaucoup souvent, en écrivant, l'idée des plis. C'est-à-dire que très souvent, on part d'un endroit qui a l'air comme ça, qu'on a du mal un peu à appréhender, et on va aller déplier des choses. Et un roman, pour moi, c'est vraiment une succession de plis. Alors, j'ai souvent aussi l'idée de la poupée russe, qui est un petit peu finalement la même idée, où on va de plus en plus s'approcher
d'un lieu qui, encore une fois, au départ, est étranger. C'est Maëlys de Kerangal qui disait ça, et je me sens assez proche d'elle sur ce plan, qu'elle avait besoin d'aborder en étrangère un endroit. Donc on revient à cette question de la frontière. Moi, c'est un petit peu pareil. Et quand on aborde un endroit en étrangère, on l'aborde aussi en ignorant beaucoup de choses, et donc en ayant très peu aussi d'idées préconçues, en étant très poreuse à ce qui se passe, à ce qu'on voit. Et du coup, souvent, on a tendance à voir ces interstices aussi peut-être davantage que quand on écrit sur des choses très familières. Pour le coup, en ce moment, je fais l'expérience d'écrire sur des lieux très familiers. Je me rends compte de ça, que finalement, les plis, les interstices, les zones secrètes sont peut-être plus difficiles à déceler quand on connaît très bien un lieu, par exemple, que quand on y arrive comme ça en étranger et qu'on essaye d'attraper des choses, quoi. Alors, parfois, la frontière, elle est également vécue à travers ce passage de l'adolescence à l'âge adulte. Alors, à l'instar de ton roman Plein hiver, en 2014, qui, lui, relate donc l'histoire d'une petite communauté américaine repliée sur elle-même, qui est ébranlée par le retour, 4 ans après sa disparition, d'un adolescent qu'on croyait mort ou disparu, David Horn. Et je trouve que tu as vraiment réussi à rendre sensibles les lecteurs à cette période parfois de trouble, d'incertitude, en tout cas identitaire, qu'est l'adolescence. Et pourquoi ce jeu justement fictionnel d'explorer comme ça cet espace blanc de l'identité, alors par des petites touches qui pénètrent peu à peu le mystère de ces personnages au cœur de cette ville elle-même étrange, puisqu'elle s'appelle comme une grande ville portugaise, Lisbonne. Là, c'est vraiment la question de l'interstice, encore une fois, puisque ce qui m'intéressait justement, c'était que les 4 ans de la disparition de David, donc ces 4 ans dont personne ne sait rien, sont justement cette période où on se transforme énormément. Donc ça le rend impossible à reconnaître quelque part. Et toute la question du roman, c'était, bon déjà, est-ce qu'il est vraiment celui qu'il prétend être, et même s'il est bien lui-même, finalement, est-ce qu'il peut encore être lui-même alors que cette période-là est complètement blanche et inconnue? Est-ce qu'on peut vraiment le reconnaître même si c'est lui? Donc c'était vraiment J'ai pas mal travaillé sur l'adolescence, il y a eu d'autres livres aussi. Il y a eu une longue période où j'ai beaucoup écrit sur cette période-là, justement. C'était un peu le dernier livre, pour l'instant en tout cas, que j'ai écrit là-dessus. Et j'avais envie justement que ce moment de la vie que j'avais tellement essayé d'approcher, de fouiller, justement, soit complètement effacé et blanc. Et c'est marrant parce que je me rends compte en le disant qu'on retrouve la question de la blancheur dans Un monde sans rivage, où j'aime bien ces espèces de zones un peu éblouissantes comme ça qui font qu'on ne voit plus, ou comme on peut marcher pendant des jours sur la banquise dans l'été polaire et être dans une lumière permanente, et comment cette espèce d'éblouissement en fait peut aussi cacher des zones d'ombre justement, et des choses indicibles ou invisibles. Et c'est vrai que c'est cette même question un petit peu qui est peut-être déplacée à celle du corps aussi. Oui. Alors tu sembles aussi très attaché à un autre motif qui est celui de l'île. Alors sous différentes formes, on l'a dit, c'est l'île forteresse que tu évoquais tout à l'heure en Tchéquie, qui enferme au lieu de protéger, à l'île Blanche que tu évoquais à l'instant, sur la banquise flottante. Alors on voit aussi bien des lieux clos, naturels ou architecturaux, en tout cas, de par les propositions que tu fais, où je dirais se mêle à la fois un certain espoir du refuge, mais également une crainte de l'enfermement. Est-ce que c'est une interrogation qui nourrit ton écriture ? Oui, bien sûr. On revient donc à cette question du début, là, vraiment cette frontière qui à la fois enferme et protège. Et c'est vrai que j'ai l'impression que finalement, quand on s'intéresse à un lieu en écrivant, il y a toujours un côté insulaire comme ça. Il y a toujours ça veut dire qu'on va prélever une portion de l'espace, et c'est presque comme si on la prélevait du réel pour la regarder à la loupe, et du coup l'isoler de manière assez même symbolique du reste du monde. Donc finalement, c'est presque toujours des îles, effectivement. Thérésine est une île parce que les déportés qui y ont été enfermés l'ont eux-mêmes qualifiée d'île. Alors évidemment, ce n'est pas une vraie île, mais c'est une ville fortifiée qui était posée comme ça sur la plaine de Bohême, et qui ressemblait vraiment à une île dans la mesure où elle était complètement coupée de l'extérieur. Mais même quand on est sur des lieux qui géographiquement n'en sont pas, il y a quand même cette question. À partir du moment, je pense, où justement où l'écriture va investir un périmètre finalement, et
je pense que c'est toujours un petit peu ça aussi, la question de l'écriture. Il y a une distance à choisir, il y a une focale et il y a un périmètre un petit peu à tracer. Et il y a toujours un jeu sur entrer, sortir, quoi. Comment on essaye de voir parfois le lieu de loin, ou au contraire être complètement tellement obsédé par son sujet de recherche ou d'écriture qu'on est complètement immergé dedans. Donc il y a vraiment cette question. Après, c'est vrai que géographiquement aussi, où il y a un imaginaire de l'île qui me parle beaucoup. Et d'ailleurs, le titre de travail du livre sur lequel je suis en train de travailler, c'est Archipel. Donc voilà, je crois qu'il y a clairement une obsession. Une obsession. Alors, j'aimerais qu'on aborde à présent ton travail d'enquête en tant qu'écrivaine, qui est particulièrement récurrent dans tes diverses productions. Alors, on pense bien sûr à une île, mais à Grandlieu, à Zone Blanche, et bien sûr à un rivage. Alors, revenons peut-être sur une île qui prend alors appui aussi d'un point de vue créatif, c'est tout à fait intéressant, sur un film de propagande nazie, alors réalisé par un cinéaste juif, qui est quand même le comble, qui érigeait donc la ville de Térésine en ghetto modèle, offerte par Adolf Hitler aux Juifs. Et justement, dans ce roman, tu vas explorer la question du lieu de mémoire, cette fois, antichambre d'Auschwitz, tu le disais tout à l'heure. Alors, en croisant à la fois les destins de ceux qui étaient enfermés, en recueillant des témoignages également d'anciens déportés, d'habitants, grâce à l'enquête menée qui croise aussi les fantômes de ces victimes, puisque tu évoques par exemple le poète Robert Desnos dans ton ouvrage. Alors, est-ce que tu pourrais revenir d'ailleurs sur le processus créatif ou la construction de ce récit documenté, qui est émaillé à la fois de témoignages de survivants, de films, d'archives photographiques, de journaux, de chroniques dessinées ou encore d'œuvres de prisonniers? Alors c'est vraiment pour moi un moment de bascule, ce livre-là, parce que c'est justement à partir de là que j'ai commencé à écrire dans un registre plus proche du récit, ou en tout cas très nourri par l'enquête, justement. Et c'est vraiment venu du lieu. Donc, je disais tout à l'heure que j'essayais de trouver pour chaque lieu une manière de les appréhender. Et bon, j'ai rencontré ce lieu-là un peu par hasard dans un autre livre, puisque c'est dans les romans de Sebald que j'ai découvert Térésine. Donc Sebald, qui est un auteur allemand qui a beaucoup écrit sur, pour le dire très vite, les déplacements de population liés aux guerres et sur l'Europe de l'après-guerre, et qui notamment dans ce livre-là parle de son personnage principal dont la mère était internée à Térésine, et il essaye de la retrouver, il retrouve la mémoire petit à petit et il essaye de retrouver sa mère. Et il essaie de retrouver sa mère en regardant ce film de propagande donc qui existe vraiment. Et il s'est trouvé que moi j'étais à Prague à cette période-là, la période où j'ai lu ce livre, et je me suis dit tiens, je vais aller voir cette ville. Et je suis allée voir cette ville, et il y a eu un vrai moment d'étonnement, ou je ne sais pas comment qualifier ça, mais je me suis demandé mais qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça fait à une ville, quoi, ce qui s'est passé dans cet endroit-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Térésine, donc c'est quasiment le seul lieu d'internement qui était une ville entière, quoi. Comme c'était une ville de garnison, où encore une fois tout était fait pour pouvoir créer sans effort un univers carcéral. Ça est devenu un camp. Ils ont vidé la ville de sa population. C'est devenu un camp. Et après la guerre, donc les populations civiles sont revenues, enfin pas les mêmes, mais des populations civiles sont revenues vivre dans la ville. Donc c'est vraiment un lieu qui a connu comme ça des strates d'histoire extrêmement déjà tragiques et différentes. Et j'ai regardé cette ville, je me suis promenée dans ces rues qui étaient en plus très désertes. On avait vraiment l'impression d'être dans une espèce de décor de carton-pâte. Enfin, c'était très, très étrange. Et je me suis dit, mais est-ce que cette étrangeté est due à ce que je sais et ce que je projette sur cet endroit, ou est-ce que vraiment, pour les gens qui vivent là, comment cette histoire se manifeste? Est-ce qu'elle se manifeste? Est-ce qu'on peut tous les jours vivre dans une ville et penser à ce qui s'est passé 70 ans avant, ou est-ce qu'au contraire, évidemment, tout ça est dissous dans la vie quotidienne, et comment? Enfin, ça a vraiment été j'ai eu envie et besoin de savoir, quoi, comment ça se passait dans cet endroit. Et j'ai cherché assez longtemps une forme justement pour approcher ce lieu. Moi, je venais plutôt de la fiction, j'avais écrit des romans avant ça. Et plus je travaillais dessus, moi j'avais envie de faire de fiction sur ce lieu-là.
Déjà parce que comme il y a donc ce fameux film de propagande qui a maquillé cette ville, qui a fait croire donc que les Juifs y vivaient très bien alors qu'ils étaient là avant d'être déportés à Auschwitz. Il y a eu d'autres couches encore. C'est une ville qui a toujours été maquillée, qui a toujours été transformée. Et je ne me voyais pas du tout ajouter encore une couche à cette espèce d'oignon de fiction qui avait toujours recouvert cet endroit. Alors, je n'avais pas la prétention de chercher une forme de vérité non plus. Je pense que c'est très compliqué et impossible de toute façon. Mais en tout cas, je n'avais pas envie d'inventer, quoi. J'avais envie de faire avec ce qui restait. Et quelque chose que j'aime beaucoup chez Sebald aussi, donc cet auteur allemand dont je vous parlais, c'est que lui, c'est quand même plutôt du roman, mais du roman très particulier qui emprunte beaucoup à l'enquête et aussi au récit. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il n'essaie jamais de reconstituer une période historique. Au contraire, il part beaucoup des manques. En gros, il nous dit c'est absolument impossible de se mettre dans la peau ou de reconstituer ce qui manque. Par contre, on peut essayer de se pencher sur les trous et puis de voir comment on peut vivre avec et quel récit on peut quand même fabriquer en tenant compte des vides de l'histoire, quoi. Et petit à petit, j'ai donc essayé de bricoler cette forme un peu hybride qui est devenue la mienne depuis, y compris dans d'autres livres. C'est-à-dire de faire avec, voilà, de plus avoir cette position un peu de démiurge qu'on a un peu quand on est romancier, où on peut mettre notre personnage là et faire ce qu'on veut. Mais au contraire, d'avoir une espèce de puzzle et de me dire mais comment j'assemble en fait ces différents éléments pour que ça prenne sens. Et des fois, ça prend sens, et c'est depuis une façon de travailler que j'aime énormément, parce que déjà, ça inclut l'expérience. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec ce livre et dont je ne peux plus trop me passer maintenant, parce que voilà, le fait de rencontrer des gens, de faire avec la parole aussi, avec les lieux réels, avec les archives, avec tout ce qu'on arrive à rassembler. Et que cette espèce de kaléidoscope-là, par moment, crée des espèces d'étincelles où on se dit « mais oui, j'ai compris quelque chose, je suis dans la bonne direction », et vraiment essayer d'avancer comme ça dans une espèce de labyrinthe qui se construit en même temps que le livre. Voilà, c'est une réponse un peu longue, mais ça a été un grand changement pour moi. Alors sans doute que je réécrirais des romans de fiction complète, et j'adore la fiction aussi, mais c'est vrai que cette position, en tout cas, de faire avec, est une position qui me plaît beaucoup et dans laquelle je me sens à ma place. Ouais. Alors, est-ce qu'il s'agit aussi peut-être pour toi de creuser le rapport ambigu de cette ville à l'image et au mensonge que tu évoquais ? En somme, je dirais de mettre en question les images, toujours plus ou moins manipulées, quoi qu'il en soit. Oui, bien sûr. C'était la première idée, la première intention. Le livre s'est beaucoup étoffé après, parce qu'on en parlait tout à l'heure, des petits livres qui deviennent des gros livres. Et au départ, c'était un petit livre aussi que je voulais faire vraiment sur ce film et sur ces images. Et c'est vraiment justement cette rencontre avec le lieu et ces différentes strates d'histoire et ses habitants, etc., qui m'a fait sortir aussi des images pour voir ce lieu en 3 dimensions, quoi, avec d'autres. Et puis aujourd'hui aussi. Mais au départ, bien sûr, c'était ça. Moi, c'est vrai que j'écris beaucoup sur l'image. Donc, je viens d'une formation artistique, d'une école d'art où j'ai fait beaucoup de photos. Au bout d'un moment, j'ai été assez frustrée par ma propre pratique de l'image parce que je trouvais que j'avais du mal à produire des images qui avaient plusieurs sens. C'est-à-dire que quand je faisais des images, je les trouvais toujours très... J'arrivais pas j'avais envie d'aller chercher ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, un autre point de vue dessus. Et finalement, c'est l'écriture qui m'a donné cette possibilité-là, en fait, de rentrer dans les images et de leur donner les multiples regards qu'on peut avoir sur elles. Et donc ces images-là, ces images de propagande, elles me semblaient extrêmement à la fois glaçantes et intéressantes, puisque donc c'est des gens qui jouent leur propre rôle et qu'on oblige à jouer le rôle de gens qui vivent une vie normale où tout va bien, alors qu'ils savent très bien eux-mêmes qu'ils sont non seulement reclus, mais qu'ils vont sans doute mourir. Donc c'est des images qui sont terribles et qui sont donc des images de propagande. Mais ce qui est très étonnant, c'est que quand on les regarde aujourd'hui, elles échappent complètement au rôle que les nazis avaient voulu leur donner. Parce qu'évidemment, on sait ce qui s'est passé depuis. Le temps et l'histoire font qu'aujourd'hui, au contraire, on voit tous les petits indices qui échappent en fait, au projet de propagande.
C'est une chercheuse qui s'appelle Sylvie Lindeperg qui a fait un très beau livre sur ce film notamment, où elle explique ça aussi, que finalement la persistance de ces visages, le fait que parfois ils regardent ailleurs, ils sourient pas, enfin il y a plein de petits micro-signes comme ça dans leur façon d'être devant la caméra qui finalement viennent avec le temps nous dire exactement l'inverse du projet de propagande. Et alors que l'idée était évidemment de faire disparaître ces gens, finalement, ces images, de manière paradoxale et presque un peu ironique, les maintient en vie. Enfin, en tout cas, leur donne une forme de persistance, une trace. Oui. Donc, c'est des images qui sont extrêmement ambiguës aussi. C'est un lieu qui a été assez peu documenté par les historiens thérésines parce que c'est un lieu qui met quand même très mal à l'aise, où il y a beaucoup voilà, il y a des choses très, très, très complexes et ces images-là sont un matériau effectivement très, très complexe aussi. Oui. Alors cependant, tu continues à photographier, puisqu'on va parler de Grand Lieu en 2017, où là tu as proposé 70 pages de texte à peu près, hein, accompagné donc d'un cahier de très belles photographies de ta production. Et tu réexploites cette fois les modalités de l'enquête sur un autre territoire, puisqu'il s'agissait d'une résidence d'écriture autour du lac de Grandlieu, alors entre marais et bocage. Et j'aimerais savoir si cette œuvre, elle contribue également à cette poétique de l'espace qui caractérise ton parcours créatif. Alors si j'ai accepté la résidence à Grandlieu, c'est d'abord pour le nom de l'endroit, donc Grandlieu, et la personne, Arnaud Delacote, donc, qui organise cette résidence depuis plus de 20 ans, m'a lui-même dit qu'il était venu habiter à Grandlieu parce que ça s'appelait Grandlieu et que justement il avait cette même obsession des lieux et des paysages. Donc oui, bien sûr, donc déjà c'est un lieu qui s'appelle comme ça et c'est assez... C'est déjà quelque chose qui appelle quand on s'intéresse à ça. Et puis, c'est un lieu très particulier, Grandlieu, puisque c'est un des plus grands lacs de plaine du monde, il me semble. Alors, je ne sais plus exactement, ce n'est pas le plus grand, mais c'est un des plus grands. En hiver, et en été, il disparaît presque complètement. Donc, c'est un lieu extrêmement mouvant, un peu comme la banquise. Et c'est aussi un lieu qu'on ne peut voir en entier que du ciel, parce que les rives sont très peu accessibles. Donc, en fait, on ne peut jamais le voir quand on est au ras du sol. On peut voir sa forme qu'en avion. En plus, c'est un lieu qui se situe juste à côté de l'aéroport de Nantes et donc sur les zones de tension avec Notre-Dame-des-Landes, etc. Donc, il y a aussi plein d'histoires avec ça. Mais voilà, qui a un lien avec le ciel. Et donc, on ne voit toujours que par fragments. Et tout ça m'a donné envie d'aller voir sur place et de travailler sur cet endroit parce qu'effectivement, il y a cette question du lieu métaphorique, mais aussi réel. Et cette question d'un lieu finalement qu'on doit toujours, je parlais de kaléidoscope et de fragments comme ça, de puzzle, c'est vraiment un puzzle, c'est un lieu qu'on ne peut voir que par petits aperçus. Et ce que j'ai eu envie de faire là-bas, c'est justement d'interroger aussi les gens, les habitants, sur la notion de grand lieu. Qu'est-ce que c'est pour vous un grand lieu ? Et d'aller chercher, finalement, qu'est-ce que c'est un lieu même ? Est-ce que c'est une portion d'espace ? Est-ce que c'est une image mentale aussi qu'on garde de quelque part ? Est-ce que c'est, encore une fois, quelque chose qu'on prélève dans le réel, un périmètre qu'on trace ? Comment on décide qu'on sort du lieu, qu'on est encore dans le lieu ? Enfin, voilà, ça a été l'occasion d'aller poser toutes ces questions-là, notamment aux gens qui habitaient au bord du lac, et de tracer comme ça une espèce de géographie à la fois intime et collective de cet endroit et des lieux en général. Alors, il serait peut-être intéressant à présent de mettre en résonance deux de tes œuvres. On en a une sur la table, en tout cas. La première, c'est Zone blanche, récit d'exploration en 2018, et puis évidemment celui qu'on a évoqué, Un monde sans rivage en 2019, qui est là, lui, hein, qui ont en commun, je dirais, tous les deux, le fait de considérer les archives, justement, photographiques comme empreintes du paysage, propices, bien sûr, à la création littéraire. Alors, pour rappel, le premier est un livre collectif qui est déjà, lui, à la frontière, ou en tout cas à la lisière entre littérature et art contemporain, qui a été tiré d'une exposition consacrée aux zones blanches. Alors, à partir de l'exposition, de l'expédition, cette fois suédoise, André, vers le pôle Nord à la fin du 19e siècle, pour laquelle tu avais invité, me semble-t-il, 18 écrivains à explorer à côté d'autres artistes, plasticiens, photographes, les blancs cartographiques.
Plus ou moins, mais tu vas nous dire ça. Non, c'est bien résumé. J'essaye. C'était un gros projet compliqué. Mais c'est vrai que c'était un beau projet. Et il y a une relation, en tout cas une filiation, une relation d'analogie avec Un monde sans rivage, puisque tout simplement, lui, il va commencer par une rencontre que tu as faite avec des archives, des photographies, des 3 explorateurs qui souhaitaient justement rejoindre le pôle Nord en ballon. Et qui, comme ça, le roman s'attache du coup à décrire leur expédition menée sur l'île Blanche en 1930. Alors, en quoi ces images, dans les 2 projets que tu as développés, justement, constituent un véritable déclencheur, un peu à la Pérec, c'est ce que Pérec disait, un déclencheur d'écriture pour toi? Alors, c'est vraiment le mot, puisque j'ai décidé d'écrire Un monde sans rivage en voyant ces images tout de suite. C'est-à-dire que je les ai découvertes dans une expo en 2014 à Copenhague. Donc, c'était une exposition qui mêlait les archives de l'Arctique et l'art contemporain aussi. Donc, ça, il y a une filiation. Et en découvrant ces images, j'étais avec mon compagnon dans le musée. Je lui ai dit tout de suite, il faut que je fasse un livre sur ces images. Ça a été absolument immédiat. Ah, oui. Alors souvent j'ai des idées comme ça qui s'épuisent très vite aussi, donc ça va pas toujours au bout. Mais là il s'est trouvé que plus je faisais des recherches sur ces images et puis sur l'histoire de ces explorateurs, plus ça venait confirmer mon désir de départ. C'est des images déjà qui sont moi que je trouve magnifiques et qui sont très étonnantes. C'est des images de disparus vraiment, et c'est aussi une réapparition. Donc ça aussi, c'est un peu des motifs sur lesquels je tourne beaucoup. C'est-à-dire que ces explorateurs sont partis en 1897 et ils ont complètement disparu. Donc ils sont partis en ballon et on n'a plus eu aucune nouvelle d'eux pendant 33 ans. Donc ça a été une espèce de fait divers assez à la mode à l'époque. Ils faisaient la une de l'Illustration régulièrement. Mais où est André? Où sont-ils passés? Bon. Et en 1930, donc, on a retrouvé leur corps, leur campement. Donc ces rouleaux de photographie qui ont pu être développés assez miraculeusement, parce qu'elles étaient en très mauvais état, évidemment. Et donc, on les a vus réapparaître. Donc, c'est vraiment des revenants, au sens propre, par la photographie. Et ce qui est très étonnant, c'est quand on voit ces photos, c'est vraiment des photos de fantômes. Enfin, avant même de savoir l'histoire et de comprendre ce qui s'est passé, c'est des photos qui montrent littéralement des hommes en train de disparaître et en train d'être avalés par ce paysage. Alors déjà parce qu'ils marchent donc sur la banquise pendant 3 mois et que petit à petit, ils se font littéralement avalés par le paysage. Et aussi parce que ces photos sont restées donc, pendant 33 ans dans la glace et donc elles ont pris l'empreinte vraiment matérielle du paysage, quoi. On y voit donc les griffures de la neige, de la glace. Donc on y voit autant eux qui marchent dans la neige que le paysage lui-même qui les efface après coup. Donc il y a vraiment, on parlait de strates c'est vraiment des images qui ont pour le coup, beaucoup de couches, qui disent beaucoup de choses, alors que pour la plupart, elles sont presque abstraites. En fait, on n'y voit plus grand-chose souvent, mais quelque chose a été là. Et ça, pour moi, c'est vraiment un déclencheur d'écriture assez fascinant, puisqu'il y a ce qu'on voit, et puis il y a toute l'étendue de ce qui a disparu, de ce qui est masqué par justement le paysage, le temps, et qu'on peut faire réapparaître. Il y a vraiment une espèce de travail comme ça, de gratter quoi, petit à petit pour essayer, derrière toutes ces couches de temps et de neige et de glace, d'essayer de faire réapparaître ces personnages. Et le projet dont on parlait, Zone Blanche, c'est vraiment très lié, puisqu'en fait, j'étais en résidence donc, à La Roche-sur-Yon, au Grand Air pendant 2 ans. Et donc, on a monté cette exposition pendant que j'étais en train d'écrire le livre avec la conservatrice du musée. On a invité donc une vingtaine d'artistes contemporains d'abord qui avaient travaillé là-dessus, donc sur cette question du voyage d'exploration. Et le critère un petit peu de choix, c'était qu'on cherchait des artistes qui avaient vraiment fait l'expérience physique de ce voyage. Alors, pas forcément dans l'Arctique, mais pas mal dans le Nord quand même. Et qui en avait rapporté un récit, en se disant que finalement, le voyage, c'est un peu par définition ce qu'on ne partage pas. C'est-à-dire que c'est le moment qui est en dehors de la vie quotidienne, c'est le moment qu'on va vivre seul ou à plusieurs, mais en tout cas pas avec... c'est un moment de parenthèse qui est impartageable.
Et pourtant, justement, on s'évertue à le partager, quoi. Moi, je me souviens des séances de diapositives, vous n'avez pas connu ça, mais voilà, dans mon enfance, on partageait ces voyages en montrant des diapos. Aujourd'hui, on met des photos sur les réseaux. Enfin, il y a vraiment une espèce de tradition comme ça, d'essayer de partager ce qui n'est pas partageable. Donc, on cherchait des artistes qui avaient fait une expérience du voyage et qui en avaient ramené un récit, donc forcément déformé, forcément différent. Et ensuite, l'idée, c'était effectivement de demander à autant d'écrivains, à leur tour, de produire un récit sur le récit de l'artiste. Et du coup, ça faisait un voyage du voyage du voyage. Et voilà, ce livre-là, c'est le recueil à la fois des œuvres et des textes des écrivains. Alors, je souhaiterais t'interroger sur le rapport entre littérature et mémoire, qui est également récurrent. Alors, outre, je dirais, les différents documents étudiés, dont tu t'es servi, en tout cas pour l'écriture, journaux de bord, mais il faut aussi savoir qu'il y avait des pigeons dans ce fameux ballon, donc ils envoyaient des messages grâce aux volatiles. Alors, tu notifies tout ça très bien, d'ailleurs, à la fin de ton roman en tant que source, mais il est intéressant de constater que tu vas proposer également, à travers cette histoire de la conquête, une autre histoire, plus oblique, ou en tout cas méconnue, qui est celle des oubliés de la conquête ou de la postérité. Alors, notamment deux femmes, en l'occurrence Anna Charlier et Léonie Donné, dont la postérité se plaît seulement à retenir qu'elles furent respectivement l'une la veuve éplorée d'un des explorateurs et la maîtresse répudiée de Victor Hugo. Alors, est-ce pour toi aussi une façon de mettre en exergue la prise de conscience de la disparition, alors pas seulement des êtres et des choses, mais de leurs traces, c'est-à-dire des blancs de l'absence ou encore de l'effacement? Pourquoi ce choix, à un moment donné, de remettre le curseur non plus sur les explorateurs, mais sur le pan de celles qui attendent les explorateurs? Alors, il y a plusieurs réponses et plusieurs questions dans la question, finalement, mais déjà, la question de la disparition, oui, c'est celle de l'attente aussi. C'est d'ailleurs, on a une correspondance donc, entre Niels Strindberg, donc le photographe, un des 3 explorateurs, et Anna Charlier, donc, qui était sa fiancée. Alors, il y a plein d'envies différentes derrière ça, mais déjà, je voulais essayer d'explorer l'absence des deux côtés. En me disant que finalement, en plus, son attente à elle, parce qu'elle l'a attendu toute sa vie, on peut le dire, même si elle s'est remariée, etc. C'est une femme qui, alors je ne vous raconte pas tout pour si vous n'avez pas lu le livre, mais qui, malgré le fait qu'elle se remarie, qu'elle a une vie après la disparition de son fiancé, etc., va finir très tard, alors qu'elle est une vieille dame, des années après, par commettre un acte d'une violence assez folle qui montre qu'en fait, elle n'a jamais cessé d'être dans cette absence, enfin de vivre dans cette absence. Donc, je me suis dit finalement, elle a fait une traversée de la banquise beaucoup plus longue que celle de son fiancé finalement, enfin en tout cas du vide et du blanc et de la disparition. C'était aussi essayer de chercher... Finalement, c'est aussi presque des portraits en creux, ces hommes-là. On a des traces, bien sûr, vous l'avez dit, on a des archives, on a leurs récits, mais ça reste avant tout des disparus, et l'onde de choc de cette disparition me semblait intéressante, surtout qu'elle va jusqu'à nous, parce que c'est des hommes qui ont été... leur disparition a été prise en charge, en fait, par un certain nombre de personnages, de personnes, notamment très récemment une Suédoise qui s'appelle Bea Usma, qui est un peu plus âgée que moi, mais qui est toujours vivante et relativement jeune encore, qui a, elle, passé la moitié de sa vie à essayer de comprendre de quoi ils sont morts. Donc c'est quand même une femme de notre époque qui décide de réautopsier des os qui datent de 1897 pour comprendre de quoi ces hommes sont morts, parce que l'histoire l'obsède. Donc j'avais envie à travers ça de montrer que finalement derrière toute disparition, il y a une chaîne comme ça de transmission. C'est des trous qui ne se referment jamais vraiment, et il y a beaucoup de gens qui se penchent dessus et qui essayent de comprendre à quoi ça nous renvoie, qu'est-ce que ça évoque chez nous. Et finalement, ce livre, c'est le fruit de toute cette chaîne-là, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais aussi montrer. Et puis, c'est aussi un livre... alors j'ai vu que quelques temps après est sorti un livre qui est cette fois-ci un essai, dont j'ai oublié le titre,
mais je crois qu'il s'appelle tous les ratés de l'exploration ou un truc comme ça. Et c'est un petit peu aussi cette idée-là, c'est de se dire que finalement on connaît toujours les héros de l'exploration qui ont fait avancer les frontières, enfin qui ont permis de tracer justement les frontières du monde, les cartes du monde, etc. Et alors qu'évidemment, cette histoire-là est pavée de personnes qui ont essayé et qui ont raté et dont on parle beaucoup moins, alors que souvent leurs histoires sont largement aussi intéressantes. Et notamment la leur est évidemment un échec, mais c'est aussi parce que c'est un échec qu'il va se passer autre chose, de beaucoup moins dans les clous, mais qui est... Finalement, ces hommes-là, ils voulaient survoler le pôle Nord avec un appareil photo pour cartographier, en fait. Ils voulaient voler 3 jours, faire des photos, puis atterrir et rentrer chez eux. Donc, c'était vraiment censé être très, très, très rapide. Et finalement, ça ne se passe pas bien, le ballon tombe. Et tout de suite, ils décident de faire de cet appareil non plus un objet de cartographie pour regarder de haut le monde et rentrer chez soi, mais un objet pour documenter leur propre marche et leur propre vie quotidienne. Donc finalement, l'échec de cette expédition, il va produire quelque chose qui est beaucoup plus près du paysage, beaucoup plus près de cet endroit, que eux-mêmes, alors qu'ils sont en train de mourir, vont toujours regarder avec une sorte d'émerveillement que je trouve très émouvant. Enfin, il y a quelque chose de très touchant dans la façon dont ils regardent ce paysage, tout en avouant finalement leur échec. Enfin, ils s'avouent vaincus quelque part. On a l'impression que c'est des hommes qui partent donc victorieux dans cette espèce de quête très virile. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais parler des femmes, parce qu'on est quand même dans une histoire très nationaliste, très virile, d'hommes qui veulent posséder le monde, le cartographier, etc. Et puis ça marche pas du tout, et du coup, ils sont obligés de devenir l'inverse en fait de ce qu'ils voulaient être. Et même si évidemment c'est tragique, cet inverse est aussi beaucoup plus complexe et riche que le rapport au monde qu'ils avaient avant de partir, quoi. Alors, dans un entretien, cette fois accordé au journal Le Monde en 2019, tu déclares « Ma démarche d'écriture est celle de la recherche de ce qui est hors champ ». Est-ce que tu pourrais revenir sur cette formulation ? Ça doit être pour ça que je n'arrivais pas à faire de la photo, je crois. C'est que je préfère toujours aller voir sur le côté, derrière, dans les zones d'ombre, ça m'intéresse davantage. Oui, c'est très... Je ne sais pas quoi ajouter, parce que c'est une envie, en tout cas, de remettre en question l'image. Et ces images, en tout cas, qu'on parle de celles de Térésine ou de celles des explorateurs, même si évidemment les contextes n'ont rien à voir et on ne peut pas les comparer, mais en tout cas, leur point commun, c'est que c'est des images mises en scène d'une certaine manière. Pour les explorateurs, ce n'est pas à des visées de propagande, etc., mais ils ont quand même l'envie de se prendre en photo pour montrer que tout va bien, alors qu'en fait tout va très mal. Donc c'est des images qui montrent, on se doute en tout cas, en lisant leurs journaux et puis en enquêtant un peu sur ce qu'ils ont vécu, c'est des images qui montrent quand même l'inverse de ce qui est en train de se passer. Et la question là, sur celle-là, c'était plus de se demander, mais en quoi la production d'une mise en scène de soi peut aider à survivre finalement ? En quoi c'est quoi ce désir finalement de produire des images fausses, ou en tout cas améliorées, de quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc voilà, c'est chercher le hors-champ de l'image, c'est juste dans ce cas précis, c'est essayer de savoir, on va revenir sur l'interstice, mais savoir ce qui se passe dans l'interstice entre ce qui est vécu et ce qui est montré. Et donc toujours remettre en doute les images, mais pas seulement les remettre en doute, parce que je trouve aussi que c'est, encore une fois, très émouvant qu'ils aient tenu à les prendre comme ça, et que la vision d'eux-mêmes qu'ils donnent à travers ces images n'est pas non plus mensongère, elle est parallèle, on va dire. C'est une version possible de ce qu'ils ont vécu, et il y a d'autres versions possibles. Et c'est un livre qui suppose beaucoup, c'est un livre où je fais beaucoup d'hypothèses, où je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne le saurai jamais, et évidemment je ne pourrai jamais me mettre dans la peau d'un explorateur du 19e siècle. Donc l'envie, c'était plutôt de me dire, voilà, j'ai ces images, j'ai ces documents, quels sont les possibles multiples que ces images contiennent ? Souvent on me pose la question, peut-être vous vouliez me la poser, je vais y répondre d'avance, mais souvent on me pose la question de pourquoi il n'y a pas les images dans le livre.
Et donc, au-delà des questions pratiques de la qualité d'impression, etc., pour moi, c'était hors de question qu'elles y figurent, parce que justement, ce que j'avais envie de faire, c'était de leur redonner toutes leurs possibilités, toutes leurs strates, voilà, toute leur potentialité, tous les moments de l'image, avant de la prendre, pendant qu'on la prend, avant qu'elle se dégrade, une fois qu'elle s'est dégradée, toutes ces significations différentes en fait, qu'elles ont eues à chaque étape de leur apparition. Chère Hélène, en définitive, quelle serait ta définition de la création littéraire, toi qui enseignes aussi, d'ailleurs, à Paris 8, la création littéraire? J'ai toujours un peu de mal avec les définitions. Je ne sais pas si je vais bien y arriver. Mais en tout cas, ta vision. Alors, c'est vrai que j'enseigne depuis peu. Et justement, en enseignant, je me rends compte que c'est vraiment toujours essayer de... Alors, je parlais de rentrer dans des lieux différents, mais d'accompagner, quand on accompagne des étudiants sur ces questions-là, ça nous décale toujours aussi, justement, ça nous dépayse toujours. Et ça nous fait toujours découvrir aussi, justement, d'autres définitions et d'autres manières de faire et d'écrire que les nôtres. Donc, c'est plutôt essayer de sortir, en fait, des définitions et de trouver chaque manière de regarder le monde. Mais on est toujours sur cette idée du kaléidoscope, quoi, Moi, je suis assez fascinée par la question des points de vue. Je me dis que si on était aujourd'hui dans cette salle et qu'on demandait à chaque personne, ne serait-ce que de décrire ce qu'elle ou il voit, on aurait évidemment autant de visions possibles. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans la création littéraire. C'est le fait qu'on peut donner le même motif, le même instant, le même lieu, et que c'est toujours absolument déclinable à l'infini. Alors, avant de passer tout simplement à l'échange avec le public dans la salle, on a toujours cette petite tradition, en tout cas, de terminer l'entretien en demandant à l'écrivain ou à l'écrivaine reçue quelles seraient les grandes œuvres qui ont bouleversé, ou en tout cas modifié sa perception, ou qui ont nourri intérieurement le travail littéraire effectué. Alors, il y en a eu... beaucoup, évidemment, et à différentes périodes. Et là, récemment, donc, je parlais de Sebald, qui a été vraiment un guide, non seulement dans son écriture, mais aussi dans son usage de l'image, dont je n'ai pas parlé. Mais c'est vrai que Sebald, c'est un des rares écrivains qui met des photos dans ses livres. Et ces photos, justement, c'est là que c'est intéressant pour lui de les reproduire, viennent à chaque fois mettre en doute, ou en tout cas donner un autre sens à ce qu'on vient de lire, faire douter justement de ce qui est raconté, qui pourrait ressembler à un récit, mais qui en fait est de la fiction. Donc l'image vient remettre de la fiction, vient remettre du doute. Donc c'est un auteur qui, sur sa manière d'aborder l'histoire et l'image, m'a énormément guidée. Il y a Pérec, dont on parlait tout à l'heure, mais qui, effectivement, pour moi, est quand même assez inépuisable. Ce qui me parle le plus, je pense, chez Pérec, et c'est le cas de beaucoup d'étudiants en école d'art, et c'est aussi parce que je viens de cette formation-là, mais c'est que ce n'est pas quelqu'un qui raconte une histoire d'un point A à un point B, mais c'est quelqu'un qui va toujours chercher des structures et des manières de construire un récit. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup libérée, en fait. Parce que j'ai jamais su très bien raconter des histoires ou imaginer des histoires, justement. J'ai fait une formation en scénario, par exemple, c'était catastrophique, c'est pas du tout ma façon de travailler. Et ça m'a énormément libérée. Je pense que si j'ai réussi à écrire mon premier roman, qui était une espèce de déclinaison du même moment dans différents lieux, c'est justement grâce à des auteurs comme Pérec ou à des auteurs du nouveau roman qui m'ont autorisée, en fait, à ne pas raconter une histoire, mais à pouvoir fabriquer mon puzzle, à pouvoir justement mettre la caméra à plein d'endroits différents, utiliser les contraintes pour arriver au bout, quoi, comme des marchepieds, quoi, comme des pierres qu'on ajoute les unes sur les autres pour arriver au bout du texte. Donc il y en a énormément d'autres, bien sûr, mais je pense que je parlerai de ces deux auteurs-là en premier. Ouais. Merci. Alors, on va pouvoir passer à l'échange et puis écouter donc, les questions. Nathan. Oui. Vous parlez beaucoup de l'appréhension du monde, de la découverte des lieux, vous parlez on déplie, on découvre un petit peu, mais vous avez aussi dit à un moment que le processus du livre, c'est ce qui vous fait comprendre l'attirance
que vous avez pour un lieu. C'est-à-dire qu'en plus du monde, écrire pour vous, ça vous aide à mieux vous comprendre. J'espère. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai. Alors, moi, je suis incapable de savoir pourquoi j'écris quelque chose au moment où je commence. Et effectivement, c'est vraiment le processus du livre qui va me faire comprendre ça. Par exemple, pour revenir à Une île, une forteresse, ça vient très tard dans le texte, mais parce que c'est venu très tard aussi pour moi, j'ai fini par me rendre compte, alors que je travaillais déjà depuis un moment sur ce texte, que ça rejoignait une histoire familiale que j'avais pas pensé du tout mettre dans le livre. Je me suis retrouvée donc à aller en résidence à Drancy, où mon grand-père avait été déporté, et donc à travailler aussi sur cette histoire-là qui est venue rejoindre cette ville. Et ce n'était pas du tout des choix prémédités. Souvent, on est très, très aveugle aussi à des choses qui sont très évidentes pour les autres, mais en tout cas, pour moi, ça n'avait pas été premier. Et finalement, tout ça s'est noué. Et oui, j'ai compris en tout cas ce qui faisait que ce lieu était aussi important pour moi. Et pour Un monde sans rivage, c'est d'autres choses qui sont apparues. Mais oui, absolument. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime cette position dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas une position où on décide de tout, parce que finalement, c'est vraiment une espèce de parcours, en fait. Donc, je parlais, je crois, de labyrinthe aussi tout à l'heure, mais voilà, de labyrinthe où on avance petit à petit sans savoir ce qu'on va trouver. Alors, des fois, on ne trouve rien et c'est très long et c'est un peu désespérant. Mais il y a des moments où on trouve quelque chose et où c'est vraiment, pour moi, beaucoup plus fort que si c'était quelque chose de prémédité ou de fabriqué. Enfin, c'est du sens qui va se créer à un moment donné. Et voilà, c'est ça que j'aime le plus. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'effectuer un devoir de mémoire en abordant Thérésie ? Alors, moi, j'ai un peu de mal avec cette expression de devoir, parce que même si, évidemment, je pense que la mémoire, c'est crucial, mais moi, je suis d'une génération où on a beaucoup été élevé dans cette question, justement, du devoir de mémoire. Et très longtemps, pour moi, ça a été très abstrait, alors que, justement, ma famille avait été touchée par la Shoah, donc mais il y avait quelque chose qui mettait un peu à distance, pour moi, cette période de l'histoire, qui était justement une utilisation, un récit assez... c'est pas la question du récit, mais une manière assez officielle et assez de parler de tout ça, qui, au contraire, me faisait paraître les choses beaucoup plus loin qu'elles ne l'étaient vraiment. Et c'est vraiment en lisant Sebald, en fait, moi, que j'ai réalisé que cette histoire-là était toujours active, en fait. Enfin, que d'une certaine manière, ça ne faisait pas partie d'un passé cadenassé, qu'il y avait toujours des choses qui circulaient. Et quand j'ai commencé à travailler sur Térésine, j'ai fini par rencontrer donc, des témoins. Et notamment, j'ai rencontré un monsieur qui avait été déporté à Térésine et qui était encore en activité, qui travaillait encore, donc qui était assez âgé, mais voilà, qui travaillait au puce de Saint-Ouen, qui était un petit monsieur tout à fait actif, etc. Et là, d'un coup, j'ai réalisé que voilà, qu'il y avait quelque chose qui était complètement entremêlé au présent. Et j'ai essayé, en tout cas, voilà, de faire de la mémoire quelque chose de peut-être plus fragile, mais en tout cas moins officiel et moins figé que ce que j'avais pu apprendre jusque-là. Vous avez parlé de l'expédition. J'ai vu que dans une interview, vous disiez que c'était leur manière de se réapproprier le monde, de prendre des photos. Est-ce que pour vous, l'écriture, c'est une manière de vous réapproprier le monde ? Oui, je pense que c'est beaucoup ça. Je pense qu'écrire, c'est vraiment une manière de regarder ce qui nous entoure et de l'accepter mieux ou de le comprendre mieux, ou en tout cas, effectivement, se réapproprier, c'est le mot le plus juste, parce que c'est aussi une manière d'arriver à en faire partie. On a souvent
le préjugé un petit peu de l'écriture ou de l'écrivain qui serait quelqu'un justement de coupé du monde ou qui regarde les choses de loin. Et au contraire, moi je trouve que c'est vraiment une manière d'y prendre part, d'arriver à ce que les choses deviennent tangibles. Justement, quand je parlais de la Seconde Guerre mondiale, où moi c'est vraiment en travaillant sur ce livre que les choses sont devenues pour moi beaucoup plus proches et sensibles, enfin en tout cas d'arriver à les sentir. En ce moment, par exemple, je travaille sur un roman sur mon père, et que j'essaie d'écrire un petit peu de la même manière qu'Un monde sans rivage, c'est-à-dire vraiment sur le mode de l'enquête. Mon père, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui m'a toujours dit qu'il n'avait pas de souvenirs, mais on peut même pas dire qu'il collectionne, enfin qui accumule beaucoup de choses, beaucoup d'objets. Et à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que plutôt que d'essayer de le faire parler, peut-être qu'il faut que je regarde en fait ce qu'il accumule, ce qu'il fabrique pour mieux le comprendre. Donc j'ai vraiment l'impression d'utiliser les lunettes un peu de l'enquête, comme pour des explorateurs du 19e, mais pour mieux comprendre mon propre père. Et depuis que j'écris ce livre, je le regarde plus du tout de la même façon. Notre relation, je trouve, est devenue vraiment différente. Il y a un regard qui a complètement changé pour moi entre nous. Enfin, il y a une curiosité, quelque chose d'autre qui s'est mis en place, qui n'est pas seulement la curiosité de « je veux faire mon livre, donc je vais regarder mon père », mais juste, je trouve que ça a dépouillé notre relation de plein de choses qui faisaient qu'on n'arrivait pas trop à s'attraper l'un l'autre. Et voilà, enfin, je vous donne cet exemple-là parce que pour moi, c'est vraiment l'écriture qui permet ça aussi sur quel que soit le motif dont on se saisit, que ce soit une personne ou un lieu. Pour moi, ça permet un regard que j'arrive jamais à avoir autrement, quoi. Une attention, une obsession aussi. C'est vrai, quand on devient obsédé par quelque chose, par un lieu ou par un sujet, d'un coup, on va avoir des signes partout, on va avoir l'impression de comprendre plein de choses. Et c'est vraiment une manière de s'approprier les choses. Comme vous le disiez, qui fait que moi, maintenant, les lieux sur lesquels j'ai travaillé, par exemple, c'est des lieux qui me sont extrêmement familiers, mais d'une manière différente qu'un lieu où j'aurais passé des vacances tous les ans, par exemple. C'est des lieux qui m'appartiennent, que je sens qui font partie de moi de manière beaucoup plus profonde que des lieux où pourtant j'ai passé beaucoup plus de temps. Enfin, voilà, je trouve que c'est une forme d'attention qui fait que vraiment les choses nous rentrent dedans, quoi. Enfin, Oui. Vous parlez souvent de l'importance des différents points de vue, des différentes visions. Est-ce que ça peut permettre de démonter les préjugés, justement, d'en parler dans vos livres ? Oui, sans doute. Ça permet de sortir d'une vision unique et donc forcément un peu surplombante, et de se dire que tout a forcément toujours beaucoup de facettes possibles. Après, dans la vie, c'est un peu un poison parfois, parce que moi, j'ai tendance à être comme ça dans la vie aussi, c'est-à-dire à avoir beaucoup de mal à avoir un point de vue tranché sur quelque chose, parce qu'à chaque fois, je vais me dire « Ah oui, mais on peut aussi voir ça comme ça ou comme ça ». Et ça facilite pas toujours la vie. Mais surtout, dans l'écriture, je trouve que c'est vraiment un terrain où on peut faire ça sans que ça devienne justement de l'hésitation ou de la difficulté à prendre parti. C'est pas la question. Je pense qu'on peut vraiment, s'engager dans l'écriture, mais justement s'engager en prenant en compte la complexité des choses. Et c'est un lieu où on peut complètement le faire et où on a la place de le faire. Et ça, je trouve qu'en plus, c'est des lieux de plus en plus rares où on peut exposer finalement, prendre le temps, quoi, d'aller creuser et d'aller montrer que les choses sont évidemment toujours beaucoup plus complexes qu'on ne peut le croire. Oui. Pourquoi vous avez perdu ce rapport si proche que vous aviez avec la photographie au fil du temps ? Je ne sais pas si je l'ai perdu parce que j'ai jamais vraiment réussi, donc comme je disais tout à l'heure, à en faire une pratique qui me convenait. C'est-à-dire que même à l'école, en fait, quand j'étais aux Arts Déco à Strasbourg, en fait, j'ai passé mon diplôme avec mon premier roman parce que justement, en cours de route, je me suis rendu compte que j'arrivais pas du tout à faire ce que je voulais faire avec l'image. Je préférais écrire. Un jour, j'ai une prof qui m'a dit bon, bah, écoute, tu es dans une école d'art, finalement, la littérature, c'est de l'art, t'as qu'à écrire. Donc j'ai écrit.
J'ai passé mon diplôme donc avec ce texte, et puis aussi des photos et des livres que j'avais fait avant. Enfin, j'avais fait des coffrets j'avais fait un petit peu de choses visuelles quand même, mais très peu. Donc c'est quelque chose très vite. Je suis passée plutôt à l'écriture. Mais c'est vrai qu'il y a des photos dans grands lieux. Je fais beaucoup de photos, mais pour moi maintenant c'est vraiment plus une matière que j'accumule justement quand je me balade dans des lieux qui m'intéressent ou pour garder une trace des choses. Mais je sais que c'est pas la forme définitive en fait. Pour moi la photo, enfin encore une fois pour moi, parce que je trouve qu'il y a des photographes qui font merveilleusement bien le boulot de faire des photos qui se suffisent à elles-mêmes et qui disent beaucoup de choses, etc. Mais en tout cas, dans ma propre pratique, pour moi la photo c'est vraiment une étape en fait. Voilà. Et vous auriez des exemples de photographes qui vous ont inspiré dans vos photographies ou pas? Dans mes photographies, je sais pas, dans mon écriture plutôt maintenant. Là, par exemple, je regardais des travaux de Bernard Plossu, peut-être que vous connaissez, qui est un photographe que j'aime énormément. Sur Plein Hiver, j'avais travaillé beaucoup à partir des photos de Gregory Crewdson. Ça s'écrit Crwdson, qui est un photographe américain qui fait vraiment de la mise en scène, donc il travaille vraiment comme avec une équipe de cinéma en fait, donc avec des éclairagistes, etc. Et qui va mettre en scène un décor avant de le photographier. Donc on a vraiment l'impression en fait que c'est des photos de films, comme des images arrêtées d'un film qui n'existe pas. Et moi, mon envie avec Plein Hiver, justement, c'était d'écrire le film en fait qui se passait entre ces images. Et j'avais vraiment utilisé ces images comme des décors où il y en a certaines que j'avais toujours devant mon bureau en écrivant. Il y avait la maison du héros qui était une des photos. Enfin, donc j'ai vraiment écrit à partir de ces lieux-là. Il y a un autre photographe américain qui s'appelle Todd Ido aussi, que j'aime beaucoup, qui travaille un peu le même genre d'ambiance. Encore une fois, c'est vraiment en fonction des univers qui, sur le moment, m'intéressent. Quand on a travaillé donc, sur l'exposition Zone Blanche, là, il y a une photographe que j'aime beaucoup, qu'on avait exposée, qui s'appelle Esther Vonplon, V-O-N-P-L-O-N. Et elle faisait des photos des glaciers que, en fait, pour retarder la fonte des glaces, il y a des gens qui emballent les glaciers, c'est-à-dire qui les couvrent, quoi, qui les... Bon, alors c'est un petit peu... ça marche pas vraiment, quoi. Ça ne fait que retarder les choses, mais en même temps, il y a une espèce d'acte assez beau dans cette... Et donc, elle fait des photos très belles de ça. Et c'est une écrivaine que j'adore, qui s'appelle Yakuta Alikavasovic, qui avait écrit sur son travail un texte magnifique. Voilà, je pourrais vous en citer d'autres, mais c'est vrai qu'encore une fois, comme je suis un peu obsessionnelle et que je passe à chaque fois très longtemps sur chaque livre, c'est toujours dans des champs un peu... Donc là, j'ai plein de photographes polaires, et puis évidemment les photos d'archives, qui pour moi sont inépuisables. Alors là, c'est souvent des photos d'anonymes, ce qu'on appelle la photographie vernaculaire, donc c'est vraiment des photos qui sont des photos de la vie quotidienne de différentes époques. J'achète beaucoup de photos comme ça sur des brocantes ou voilà, souvent pour faire des ateliers d'écriture aussi ou pour écrire. Des fois, je tombe sur des albums entiers de photos de personnes où il y a aussi des légendes, des petits bouts de texte. Et je trouve que c'est assez génial parce qu'encore une fois, il y a un hors-champ qui est énorme, quoi. On se retrouve avec l'intimité de gens qu'on ne connaît pas du tout. Et enfin, il y a des choses très intimes et en même temps, on ignore tout de ces personnes. Mais la démarche inverse pour ton prochain roman, est-ce que là, tu vas aller puiser dans les archives familiales pour le roman sur ton père? Oui, absolument, je puise. je puise pas mal parce que donc, mon père m'a confié des journaux qu'il écrivait quand il était très jeune, donc quand il avait entre 16 et 22 ans. Donc j'ai déjà toute cette matière-là qui est assez étonnante parce que donc, je découvre mon père adolescent. et ça, c'est vraiment, vraiment marrant, quoi, de rencontrer vraiment son père, mais à un autre âge. Parce qu'évidemment, je ne reconnais plus rien en lui. Enfin, mais c'est très étonnant. Et puis, j'ai beaucoup d'archives de mon grand-père aussi paternel, sur lequel je travaille aussi beaucoup dans ce livre-là. Et là, du coup, c'est des archives de la guerre, etc. Enfin, c'est plus ancien. Mais je trouve que l'archive, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'archive, c'est que même si c'est une trace, il reste toujours des possibilités d'interprétation, justement.
Et sur Une île, une forteresse, j'ai beaucoup travaillé sur la parole, le témoignage, donc c'est aussi quelque chose que je trouve passionnant. Mais la photographie, c'est très différent à traiter, je trouve, dans l'écriture, parce que même si, contrairement à la parole, c'est une trace évidente, forcément fidèle, même si, encore une fois, on peut mettre en scène, etc. Mais quand même, une photo, surtout une photo argentique, c'est la trace physique de quelqu'un qui a été là devant l'appareil, donc c'est indubitable, quoi. Et en même temps, c'est effectivement beaucoup plus ouvert et sujet à l'interprétation que la parole, qui est subjective, mais qui est unique, quoi. Et j'aime beaucoup travailler ces deux supports-là. Je me suis beaucoup éloignée de votre question. Mais... Alors, est-ce qu'il y aura une dernière question? Oui. Quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à vos lecteurs ou est-ce que vous écrivez d'abord pour vous? Et est-ce que vous avez des retours qui peuvent vous surprendre par la suite? Non, honnêtement, je ne pense pas du tout à mes lecteurs. Non, mais dit comme ça, c'est horrible. En fait, je pense que le lecteur n'existe pas. Enfin, voilà, on peut pas. Enfin, je veux dire, le lecteur n'existe pas. Les lecteurs sont évidemment multiples, donc on peut pas. Je pense que vouloir écrire pour plaire au lecteur, par exemple, c'est absolument utopique parce qu'on va plaire à tel lecteur, mais pas du tout à tel autre. Enfin, ça va pas du tout marcher. Donc, je veux dire, c'est pas une pensée qu'on peut avoir présente en permanence, mais par contre, je pense qu'il y a un moment de bascule, pour moi en tout cas dans l'écriture, ça a été aux Arts Déco à Strasbourg, on avait des ateliers d'écriture avec une prof qui était écrivaine. Et au moment où j'ai commencé à lire mes textes à haute voix, sans doute vous faites ça aussi en cours de création littéraire, je ne sais pas. Voilà. Ils lisent, avec du mal parfois. Et alors j'avais du mal aussi, je vous rassure, c'était pas du tout agréable. Mais c'est vraiment au moment où j'ai commencé à faire ça, en fait, que mon écriture a changé. Et pas parce que je pensais au lecteur dans le sens justement, mais est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va être compris, etc. Mais parce qu'en fait, on passe un petit curseur, je ne sais pas comment dire, moi, avant mon écriture aux Arts Déco, j'écrivais dans des petits carnets, et puis j'étais comme ça, et je voulais pas qu'on voit, et c'était vraiment un espace intime. Et à partir du moment où c'est plus un espace intime et où on ouvre une porte et on sait que ce qu'on va lire, qu'on va le lire, je trouve qu'il y a quelque chose qui change automatiquement dans l'écriture, quoi. Et une fois qu'un livre est paru, c'est encore une autre étape du curseur où là, on peut en parler sans que ça soit pénible, parce qu'il y a cette distance qui arrive. Et justement, là, j'ai eu une étudiante dans le master au Janssen qui m'a dit il n'y a pas longtemps bon, ça y est, j'ai trouvé mon projet, je vais faire... mais par contre, ça va être un truc super personnel, donc c'est hors de question que je lise, je ne lirai pas du tout devant la classe, etc. Alors, j'ai essayé de lui dire que je n'allais pas la forcer si vraiment elle ne voulait pas, etc. Mais que justement, c'était là tout l'intérêt pour moi de la littérature, c'est d'arriver à trouver le moment, l'endroit où on peut parler de choses personnelles sans que ça nous mette nous-mêmes tellement en danger qu'on ne puisse pas partager, quoi. Le moment où c'est l'endroit où c'est partageable, sans que pour autant ce soit édulcoré. Et ça, je pense, c'est vraiment en essayant des choses, en écrivant, en lisant, qu'on arrive à trouver le ton qui nous convient et dans lequel on est bien. Et en général, c'est le ton qui va être lisible par les autres aussi, en fait. Donc je pense qu'évidemment, on y pense dans ce sens-là, dans le sens où on cherche l'écriture qui va pouvoir être partagée. Oui. Dans la manière dont vous vous appropriez avec votre écriture, du coup, les œuvres que vous voyez ou les endroits, les lieux, on peut du coup en déduire que vous avez une certaine sensibilité. Est-ce que vous pensez qu'il faut automatiquement avoir une certaine sensibilité assez poussée pour écrire ou qu'on peut écrire sans forcément être plus ou moins sensible à ce qui nous entoure? Oui, je pense qu'en général, quand on a cette envie, c'est une forme de sensibilité ou en tout cas de curiosité par rapport à ce qui est autour de nous. Je ne sais pas si on peut dire qu'il faut ou... Bon, moi, je sais que j'ai toujours eu, une sensibilité dans le sens aussi où les choses me heurtent vite. Et écrire, c'est aussi une manière de
pas de mettre à distance, parce que quand on écrit, on peut être très près aussi de ce dont on parle, mais en tout cas, voilà, de s'approprier, comme on disait tout à l'heure, et donc de ne plus subir les choses et d'arriver à en faire de la matière et pas quelque chose d'intrusif qu'on n'arrive pas à gérer. Donc dans mon cas, oui, il y a un lien avec ça, avec la distance au monde à trouver, quoi, pour que ce soit pas trop inconfortable et qu'on puisse en faire quelque chose. Après, moi, je vois dans les auteurs que j'aime, la sensibilité, elle est déclinée de plein de manières différentes. Il y a par exemple, si on revient sur Pérec, lui, il a une façon... il a une façon de mettre à distance qui est assez forte, justement sans doute aussi de par sa sensibilité, mais en tout cas, le fait de recourir par exemple à des listes ou à des choses qui sont comme ça, qui peuvent paraître un peu froides et un peu distanciées, moi au contraire, je trouve ça très bouleversant parce que en même temps, on sent que cette volonté de tout lister, de tout voir, d'être très exhaustif, etc., c'est aussi une volonté que rien ne se perde, que rien ne s'oublie, et sa sensibilité, elle se manifeste comme ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très, 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 évidemment différent selon les auteurs. Il y en a qui ont l'air qui ont l'air d'avoir beaucoup de distance, et ça peut être aussi une manière de gérer ça. Et je pense que c'est beaucoup une question de curiosité aussi, enfin, de transformation de ce qu'on voit. Enfin, je sais que souvent, vous écrivez, et donc je pense que c'est quelque chose que vous sentez aussi. Mais souvent, en rencontre, on peut dire, mais d'où vient l'inspiration? Et je pense que c'est vraiment... au contraire, je pense qu'on est abreuvé d'inspiration. Enfin, je veux dire, on a tellement de choses autour de nous qui sont voilà, complexes, des fois dures, incompréhensibles, etc., que écrire, c'est juste peut-être essayer d'attraper quelques toutes petites choses qu'on peut attraper et les assembler à notre façon. Et on reste toujours très en dessous de tout ce qui pourrait nous nourrir, quoi. Enfin, Eh ben, on va remercier Hélène pour sa prestation et le plaisir de cette rencontre. Merci beaucoup, Hélène. merci à tous.